Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui nous avons Rurik Dawn of Kiev, un jeu de Stanislav Kordonski qui est édité chez Peacekeeper Games, qui nous plonge dans la Russie aux alentours de l'an 1000. Enfin, la Russie, c'était pas encore la Russie à l'époque, ce sont les premières tentatives de rassemblement des clans, des zones existantes par les descendants de Rurik. Et ici, nous sommes à la mort d'un de ses descendants, de Vladimir le Grand, qui a eu moult et moult enfants qui vont se disputer le territoire de son père pour essayer de prendre la possession de ce prémisse d'un empire. Alors, c'est un jeu de placement et de territoire, et il a un petit peu plus que ça, c'est-à-dire que même si le plateau central est une carte sur laquelle on va évoluer, qui a des ressources, qui a des zones de conquête, avec deux villes plus importantes que sont Novgorod et Kiev, qui sont les deux premières capitales de l'empire créé par Rurik et ses descendants. Eh bien, ça ne va pas être que cela, parce qu'il y a toute une gestion au niveau de ce jeu-ci qui se passe en amont du plateau et de contrôle de zone, qui est un jeu de placement d'ouvriers et un jeu de préparation d'action. On y arrive, mais commençons par des règles de base qui sont sur le plateau, comme les règles de possession, c'est-à-dire les règles de qui est maître, qui est propriétaire d'une zone. Ça, c'est un petit peu la base, en tout cas la base des règles qui vont avoir un impact sur tout le jeu. C'est il faut être le maître d'une zone pour avoir des bonus qui sont associés. Alors, pour être maître d'une zone, c'est pas difficile, il faut avoir plus de bonhommes dans la zone que les autres factions, une ou plusieurs autres factions qui sont présentes. Donc ici, on a de base des rebelles. Les rebelles sont présents dans tous les espaces. Il va y avoir les autres joueurs. Et bien, dans un cas comme celui-ci, on a deux jaunes pour un blanc et un noir. On ne fait pas la somme des deux ici. Les jaunes sont supérieurs aux blancs, les jaunes sont supérieurs aux noirs. Ce sont donc eux qui maîtrisent, qui sont les propriétaires de la zone. Le fait d'être propriétaire va me donner évidemment toute une série d'avantages. Les jaunes sont propriétaires de la zone, sont maîtres de la zone. En cas d'égalité, comme ceci, il n'y a plus personne. Donc l'égalité fait que ça annule la revendication d'un territoire. On va avoir un personnage qui est le chef, donc qui est un des descendants de Rurik. Ce personnage compte pour 1 au niveau puissance de territoire. Donc ici on a bien les blancs qui sont à 3 contre 2. Et ce sont eux qui prennent possession du territoire. Certains personnages ont des avantages, c'est-à-dire ils ont un bonus qui est... Donc chaque personnage a une carte qui explique son pouvoir, la différence qu'il peut avoir. Et par exemple, ici, Yaroslav, s'il est présent, on se trouve donc avec 3 contre 3, logiquement, personne ne contrôle la zone, mais Yaroslav a un pouvoir qui fait qu'il gagne les égalités. Il faut faire attention, c'est que les pouvoirs des personnages ne sont valables que là-bas où ils sont. C'est-à-dire que même si Yaroslav gagne les égalités, là on a un jaune contre un noir, c'est égalité, personne ne contrôle la zone parce que le pouvoir du chef n'est pas valable là-bas où il n'est pas. Il n'est uniquement valable que là-bas où il est présent, c'est bien normal. Première règle donc très importante, c'est ces règles de propriété, de maîtrise, de contrôle d'une zone. Le jeu va se passer en plusieurs manches, les manches qui sont définies ici, 4 manches, avec une spécificité, c'est que au début de la manche 3, il y aura un bonus à récupérer par tous les joueurs, c'est-à-dire ce sera un conseiller en plus, et au début de la manche 4, il y aura un deuxième conseiller à récupérer, mais ce conseiller n'est récupéré que lorsque l'on joue à 3 joueurs, à 4 joueurs, et il n'y a pas de conseiller de valeur 3. Dans chaque manche, ça va se passer comment? La première étape, ça va être de placer ces conseillers. Alors, j'ai une série de conseillers qui vont de 1 à 5. Et les numéros qui sont placés ici veulent dire deux choses. La première, c'est la force du conseiller. Quand je vais le placer ici, je vais pouvoir être devant ou derrière un conseiller déjà existant, selon la force du conseiller placé. Je les place dans l'ordre que je veux, je ne suis pas obligé de commencer par le 1, je peux commencer par le 5, par le 4, par le 2, par le 1. Je le mets sur une des colonnes qui m'intéresse, par exemple ici. Et
il est automatiquement au-dessus. Pourquoi? Parce que la partie haute, c'est la partie la plus puissante de la colonne. Plus on arrivera vers le bas, plus la force sera réduite. Si un autre joueur vient se placer et qu'il place une valeur supérieure, par exemple un 5, je vais avoir mon conseiller qui va descendre. S'il place une valeur inférieure, eh bien, il va s'insérer dans la zone existante. S'il avait mis une valeur égale, ou inférieure, il serait mis en dessous. À valeur égale, le premier arrivé garde la position la plus haute. Mais ce que je vais pouvoir, c'est modifier la valeur de mon conseiller en lui ajoutant une valeur financière. Par exemple, mon 4 plus 2 devient 6. En devenant 6, hop, lorsque je le pose, il va arriver ici au-dessus. Donc, cette force, grâce à la valeur faciale, va me permettre de définir mon positionnement dans une colonne, donc dans les actions possibles. Il faut savoir que je vais pouvoir me positionner dans 3 colonnes différentes avant de pouvoir éventuellement revenir dans une colonne où j'étais déjà. Donc je dois d'abord me passer dans 3 colonnes avant de pouvoir revenir à un endroit où j'étais. Il faut savoir aussi que personne ne sort une fois que toutes les places seraient prises. Hop, si je mettais un 5, ce serait comme ceci. Toutes les places seraient prises, plus personne ne peut venir ici. On ne peut pas éjecter quelqu'un qui est dans la position la plus basse. Ces personnages-là, qui sont présents ainsi, vont définir ensuite les actions que l'on va faire. Et ces actions-là vont être faites dans l'ordre des numéros. Les plus petits numéros vont faire leur action, donc le 1, puis le 2, puis le 3 s'il est présent, et on va continuer ainsi jusqu'au 5. Et donc, on va avoir une préparation d'action qui est très importante parce que, outre le fait d'essayer d'avoir la valeur la plus haute, on va devoir activer du plus petit numéro, qui potentiellement est vers le bas, sauf si on a payé des backshish pour être beaucoup plus haut, vers les autres actions. Parlons des actions. La première action ici, c'est le recrutement. C'est rajouter des troupes là-bas où je suis déjà présent. Je vais pouvoir en rajouter 3, 2, 1 en payant 1. Il est toujours possible de ne pas faire l'action que l'on avait planifiée, parce qu'on n'a pas l'argent par exemple. En ce cas, on va toucher une pièce au lieu de faire l'action. Si j'ajoute des troupes là-bas je suis déjà présent. Si c'est jaune qui devait ajouter 3 troupes, il peut en ajouter 3 là où il est présent. Par exemple 2 ici, 1 là-bas. C'est tout à fait correct. Je ne peux pas en ajouter là-bas où je ne suis pas, on est bien d'accord. Donc, rajouter des troupes. Se déplacer. Se déplacer de 4 à 1 fois. Se déplacer toujours sur quelque chose d'adjacent. Donc 1, 2 si je veux. Je peux passer par là-bas où il y a quelqu'un, ça ne pose aucun souci. Je peux me déplacer là, je peux me déplacer là. Par exemple 4. Pas très intéressant ici vu que je perds des contrôles de zone en quittant la zone tenue par les blancs. Je peux combattre. Alors combattre, c'est très simple. On va combattre une fois ou 2 fois, une fois en payant 2 fois. Je combats, c'est toujours une victoire. Un combat est toujours gagné d'office, c'est-à-dire que je vais pouvoir combattre soit un rebelle. Alors un rebelle, ce sont les petits bonhommes noirs, ils sont morts automatiquement, on va les prendre devant soi et on va les retourner. Et derrière le rebelle, il y a un bonus, il y a une pièce où il y a une ressource que l'on va automatiquement gagner. Cette ressource, ici un bois, je vais la récupérer et la placer sur mon plateau personnel qui est un bateau, un espace de stockage, qui a la possibilité de stocker des ressources spécifiques. Ici, tout ce qui serait stocké en plus va aller sur le ponton. C'est toujours disponible, c'est comme si c'était sur le bateau, sauf qu'il y a des bonus du fait de remplir complètement des colonnes du bateau. Et on a ici des possibilités de transformation dont je viendrai après. Je vais récupérer ma ressource, je vais la placer sur le bateau. Si je combats quelqu'un d'autre, si je combats un ennemi, une couleur différente, eh bien je vais automatiquement gagner. Si le jaune combat le blanc, hop, il tue une troupe qui revient dans le pot disponible du blanc et il va avancer sur le plateau des combats. Ici, dès qu'on gagne un combat contre un ennemi, pas contre un rebelle, mais contre un ennemi, on va pouvoir avancer de une case. Ici, c'était le jaune qui combattait le blanc.
Suite à ce combat, on va voir s'il y a une perte de troupes. Est-ce qu'on a eu des blessés chez nous? Et pour ce faire, on va simplement retourner la première carte. Donc ils demandent au niveau du placement d'avoir le choix entre deux piles, mais c'est pas très grave. On retourne la première carte qui se trouve ici. Et on va voir s'il y a, en plus du dessin qui est une carte de bonus, de ressources, j'y viens dans un instant, il y a ce petit symbole de combattant. Un petit combattant ici signifie qu'on a eu un blessé. Donc si je retourne une carte et que je vois le blessé, eh bien je perds moi-même une troupe qui avait attaqué. On ne perd pas le chef en premier, c'est toujours le dernier à mourir si jamais il devait avoir une défaite. Et on va s'arrêter là. Si je contrôle la zone, je ne retourne qu'une seule carte. Si je ne contrôle pas la zone, si c'était blanc qui avait attaqué jaune, il tue automatiquement, même s'il était tout seul, il n'y a pas de problème, il tue automatiquement un ennemi qui est enlevé. On retourne une carte parce qu'on a fait un combat, et une carte de plus parce que l'on n'était pas le contrôleur de la zone. Auquel cas, je vois apparaître un petit bonhomme, le blanc, qui a attaqué, meurt aussi. Si je devais retourner deux cartes et que la première carte retournée était déjà une défaite, la perte d'une troupe, je ne retourne pas la deuxième. Donc même si je dois retourner deux cartes, dès que j'en vois une, c'est fini, mon combat a vu la perte d'une de mes troupes, on ne va pas plus loin, on ne va pas perdre ces deux troupes possibles dans un seul combat. Il y a une possibilité de retourner une troisième troupe. Si, je vais le mettre dans ce sens-ci, les jaunes avaient sur le terrain une forteresse. La forteresse compte comme un personnage, un combattant, et donc on se trouve à ici 4 combattants, hop, je vais en mettre un là-bas, contre 2. Donc je peux toujours attaquer, j'élimine une troupe, je vais tirer une carte parce que j'ai déjà attaqué, une deuxième carte parce que je ne contrôle pas la zone, et une troisième carte parce qu'il y avait une forteresse. Je retourne une carte, pas de mort, 2 cartes, un mort, je ne vais pas plus loin, je ne retourne pas la troisième. Dès que j'ai une blessure, on s'arrête là. Donc, les combats, très simples, on gagne automatiquement contre les rebelles, on récupère le bonus qui se trouve en dessous. Quand c'est contre un ennemi, on gagne automatiquement toujours, on avance sur le tableau de combat, et on va retourner des cartes, une pour le combat, une si on n'est pas contrôleur de la zone, une si l'ennemi avait une forteresse. Potentiellement 3. Si dans les 3, il y a au moins une fois qu'apparaît le symbole de j'ai perdu une troupe, on s'arrête là, on perd sa troupe et on continue. Si c'est le chef, il meurt, il revient ici. Si votre chef meurt et que vous faites un enrôlement, c'est le premier à revenir en jeu. Si vous avez perdu toutes vos troupes, alors votre chef revient en jeu avec 2 troupes. Il faut savoir qu'au début du jeu, en commençant la partie, on va placer chacun 3 troupes, chacun son tour 3 troupes, okay, et le chef va ensuite venir à l'endroit où vos troupes sont placées. Donc lui ne va pas aller prendre sur des zones nouvelles. Au début, vous vous installez comme vous voulez, vous allez pouvoir vous mettre à des places très diverses, qui peuvent être très éloignées l'une de l'autre, même si ce n'est pas un bon choix. Et des zones de 1 si vous voulez, mais on vous conseille bien sûr des zones de 2 pour contrôler tout de suite une zone contre un rebelle. Le chef vient là-bas, vous avez déjà au moins une troupe. Ensuite, la taxe. La taxe, c'est récupérer les ressources qui sont sur le jeu. Pour cela, on a des symboles de charrette pour la taxation. Ça va se passer comment? Eh bien à nouveau, si je contrôle la zone, je peux utiliser une seule charrette pour prendre une ressource. Il n'y a qu'une seule ressource par zone, on n'ira pas plus loin. Si je ne contrôle pas la zone, le blanc ne contrôle pas cette zone-ci, il a besoin de 2 charrettes pour souffler la ressource au nez et à la barbe du joueur jaune. Donc, et je le mets toujours dans mon bateau. Pour 2 ressources, 2 charrettes, je prends une ressource. Quand il n'y en a plus, il n'y en aura plus de toute cette manche-ci. On rechargera seulement la prochaine fois. Ici, je paye une pièce pour n'utiliser qu'une seule charrette. Ceci, c'est la construction. Même principe. Si je suis propriétaire de la zone, je peux construire avec un seul marteau. Si je ne suis pas propriétaire de la zone, je peux construire
mais ça me coûte 2 marteaux. Alors, au niveau construction, il y a 3 types de construction. Vous avez les fortins, on a déjà parlé, qui permettent d'avoir l'équivalence de 1 personnage, 1 en force militaire sur la zone, et donc me permettrait éventuellement de contrôler une zone. Si j'ai un fortin qui est tout seul et qu'il n'y a plus de rebelles, il contrôle la zone à lui tout seul. Donc, permet d'avoir un +1 au niveau militaire et permet de forcer l'attaquant de piocher une carte de plus en cas de combat. Vous avez le marché qui permet à son propriétaire, quand il fait une récolte, donc par exemple ici il aurait besoin de 2 chariots pour faire une récolte de la ressource que j'ai enlevée tout à l'heure, c'était le miel, il aurait besoin de 2 chariots, eh bien il pourrait prendre avec 2 chariots le miel présent et en bonus, grâce au marché, prendre un deuxième miel, et donc en avoir 2 plutôt qu'un, ou prendre une pièce et donc avoir un miel et une pièce. Le marché me permet d'avoir une deuxième ressource collectée ou une pièce. Mais par contre, ça ne me permet pas de collecter quelque chose qui n'est pas présent. Il faut au moins collecter la première ressource pour avoir le bonus. Et puis, vous avez le temple qui lui va convertir un ennemi. Beaucoup plus amusant. Quand je place ceci, eh bien, je vais convertir soit un rebelle, qui devient une troupe à moi. En ce cas, je ne prends pas le bonus et le rebelle repart dans la boîte. Soit un ennemi, et je ne peux pas convertir le chef, trop facile. Lui repart de l'autre côté, et moi je récupère un bonhomme de plus, qui permet de faire des changements subis de contrôle de zone, parce que je vais placer une maison, parce que je vais placer ce temple-ci. Alors, dans une zone, je ne peux avoir qu'une fois chaque construction. Qu'importe le joueur qui l'a placé. Donc ici, rouge par exemple, qui n'a rien mis dessus, ne pourrait pas les construire parce que les 4 constructions sont déjà présentes. Ça, c'est un one-shot uniquement quand on le pose, qu'on fait une conversion. Ça, c'est pour toujours une troupe pour le joueur qui l'a placé. Et ça, c'est uniquement pour aller chercher au niveau du marché, à chaque fois qu'on fait l'action marché, sur cette zone-ci. Important de limiter les constructions et important de savoir que l'on va avoir un contrôle spécifique. On ne peut pas détruire les bâtiments, sauf carte d'action qui dit elle-même pour avoir un bonus de détruire un bâtiment, mais c'est très rare et logiquement elles vont rester à vie. Dernière possibilité, ce que j'appelle le schème, donc ce sont les plans, c'est le fait d'aller piocher des cartes comme ceci pour aller garder le pouvoir, le bonus, donc pas la partie perte de bonhomme, le pouvoir qui est au-dessus. Alors je vais en piocher 3 et je vais en garder une, ou 2, ou je vais en prendre qu'une seule, ou je vais payer pour en prendre une seule. Avec un petit bonus, c'est que le premier joueur qui se trouvera ici, qui fera l'action là-bas, pourra définir qui est le premier joueur de la manche suivante. Alors, être premier joueur, c'est un cadeau empoisonné, parce que effectivement, on va pouvoir se placer où on veut, mais tout le monde sait alors la valeur que l'on a mise sur un emplacement, et on sait que si je mets un 2 ici, ben, il suffit de mettre 3 pour être au-dessus. Et donc, c'est pas nécessairement la meilleure place. Quelque part, je pense que la meilleure place doit être la troisième, où on a encore des options, et on a vu où est-ce que les autres étaient, on sait ce qu'on peut payer en plus pour avoir la première place d'une position. Donc attention, danger de cette place de premier joueur, et c'est celui qui va être ici qui va pouvoir le choisir pour la manche suivante. Les cartes, que font-elles? Eh bien, ces cartes-là vont me permettre d'avoir un bonus. Par exemple ici, payer une pièce pour avoir 2 charrettes en plus, payer une pièce pour avoir une épée, avoir 2 charrettes sans rien payer. Prendre une carte ici, que sont les cartes de demande, les demandes qui sont faites pour avoir un bonus. Donc ici aussi, ce sont des cartes spécifiques que l'on va avoir et qui, si je fais ceci, je vais avoir cela. Je reviens dans un instant. Je vais avoir une épée, je vais avoir 2 déplacements et tout ça. Quand est-ce que je joue ces cartes-ci, ces cartes de plan-ci? Eh bien, je les joue à mon tour. Quand je récupère un de mes conseillers, qui se trouvait ici, je récupère mon conseiller, eh bien, je fais l'action ici, et avant ou après l'action qui est indiquée avec le conseiller, je peux te récupérer le 1 en premier, avant ou après l'action qui se trouve ici, je vais pouvoir payer ici pour avoir 2 taxes. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre de faire l'action taxe pour avoir le bonus. Je peux le faire là-bas, je peux le faire à un autre moment. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, pouvoir, quand je suis en train de faire une autre action,
changer la donne, parce qu'on sait que l'utilisateur, l'autre joueur, va peut-être bien viser d'aller chercher ceci, et bien lui souffler avant en disant si tu ne feras pas ton action marché que tu avais prévu dans les actions de ce que je voyais là, eh bien ça change tout le jeu. Et ça c'est tout le sel, parce que je vais aller voir ce que les gens vont faire action après action, vu qu'on sait qu'ils vont faire le 1, puis le 2, puis le 3 et tout ça. Mais quand je jouer ces cartes-là en plus, ah, quel bonheur, on va pouvoir battre l'adversaire dans ses planifications et changer un petit peu sa donne, changer ses possibilités, simplement en jouant ces cartes-ci. Je ne peux jouer qu'une seule de ces cartes par tour de jeu. Donc quand je récupère un conseiller, je peux jouer une de mes cartes, j'en ai plusieurs, à la fois. Idem pour ces cartes ici, les cartes de demande. Si je les ai récupérées, donc je les ai récupérées ici parce qu'il y avait le petit parchemin, je vais aussi en récupérer une à la fin de chaque manche. Chaque joueur va pouvoir récupérer un des objectifs. Et bien si je réponds à la demande qui se trouve au-dessus, je vais alors pouvoir avoir le bonus en dessous. Ici, c'est à nouveau avoir une charrette. Si j'ai les 3 constructions au même endroit, donc il faudrait que ce soit comme ceci, et bien alors je pourrais avoir une charrette. Et cette carte-là serait réalisée, elle me rapporterait 2 points de victoire en fin de jeu. Ici, on demande de sacrifier 2 troupes et 2 sous pour piocher 2 cartes de plan et en garder un. Et ici, de sacrifier des biens, des ressources que l'on aurait sur son plateau et de l'argent pour avoir 2 déplacements où on veut. Donc pouvoir se téléporter quelque part directement à un endroit où on ne s'attendait pas. Je peux jouer à mon tour de jeu quand je récupère un conseiller une carte de plan, une carte de demande. Et je peux jouer une carte de transformation, une tuile de transformation. Ici, pouvoir utiliser un bois plus une ressource ou une pierre plus une ressource de mon choix pour avoir un marteau. Hop, si je paye ça, j'ai un marteau de plus à mon tour de jeu. Et les ressources sont retirées. Ici, c'est faire un enrôlement, ajouter une troupe contre ou un poisson ou un miel plus une ressource au choix. Et alors je vais rajouter une troupe là-bas où je suis déjà. Quand c'est fait, c'est retourné, on ne peut l'utiliser qu'une fois par manche, chacun. Et comme les autres, on ne peut l'utiliser qu'un des deux en utilisant un conseiller. Donc avec un conseiller, je peux utiliser une carte de plan, une carte de demande et une tuile de transformation. Ces tuiles de transformation vont être récupérées à la manche suivante si elles ont été utilisées. Quand tout le monde a récupéré ses conseillers, que tout le monde a fait ses actions, on arrive à la fin de manche où on va voir est-ce qu'on a atteint des objectifs qui sont des objectifs généraux. Ces objectifs généraux, ils sont représentés par 3 colonnes qui se jouent en fin de manche et une colonne qui se joue à chaque combat. Donc, chaque fois qu'on fait un combat, on avance ici. À la fin du jeu, celui qui sera meilleur combattant gagnera 3 points de victoire, le deuxième en marquera 1. En cas d'égalité, les deux prennent les 3 et il n'y a pas de deuxième. Et en cas d'égalité sur le deuxième, les deux prennent 1. Et puis voilà. Et puis ici, on va voir le nombre de régions que l'on contrôle. Si je contrôle ici avec les blancs 2 régions, eh bien, hop, je vais me placer ici. En fin de partie, cela me rapportera 1 point de victoire. 3 régions, 4 régions, 5 régions. Et ici, pour arriver à 8 points de victoire, qui est le plus gros bonus, il faut 5 régions, dont Kiev et Novgorod, donc qui sont les 2 anciennes capitales, qui sont très difficiles à tenir parce que tout le monde voit que vous êtes en train d'arriver vers le 5 et c'est très facile d'arriver à vous couper l'herbe sous le pied si les autres ont bien prévu leur coup. Donc tenir ici, arriver tout au-dessus, c'est très dur. Mais vous ne devez pas tenir. Si jamais vous y arrivez une fois pendant un tour, même si après on vous reprend toutes vos régions, vous retombez à 2, en fait votre marqueur ne redescend pas. Donc si je suis arrivé à un tour à 5 régions et puis que les autres joueurs ont peur que je prenne Kiev et Novgorod, m'attaque et je retombe à 3 régions sur le plateau de jeu, mon marqueur restera ici, j'assure mes 5 points de victoire. Ici, les constructions, ce sont des constructions sur des zones adjacentes. Eh bien, si j'ai construit des bâtiments sur 2 zones adjacentes, je vais pouvoir monter mon marqueur à 2. On ne sait pas vous les détruire, donc ce n'est pas un gros problème, on aura du mal à les enlever, sauf si vous-même vous les détruisez avec des cartes spécifiques. Et donc je peux monter ainsi jusqu'à 7 constructions sur des régions adjacentes. Vous avez la possibilité de définir des biens dans votre bateau. Donc si vous remplissez votre bateau,
Et c'est pour ça que c'est important de différencier le bateau avec le ponton. Si je remplis mon bateau jusqu'à 11 biens, donc 11 biens c'est la totalité du bateau, j'aurai les 8 points de victoire. Ça veut dire qu'on a été chercher beaucoup de ressources et qu'on ne les a pas dépensées. Pas toujours très facile. Mais ainsi ça monte, vous êtes monté une fois à 7 et puis vous dépensez toutes vos ressources, bien vous assurez les 3 points de victoire. Le plus facile à faire, ce sont les constructions. On ne sait pas vous les détruire globalement et on peut les construire même si quelqu'un d'autre est présent vu que c'est juste une question de majorité. Si vous êtes majoritaire, ça vous coûtera un seul marteau, si vous ne l'êtes pas, ça vous coûtera 2 marteaux. Mais ça s'imite à ça. Une fois que vous avez fait la définition des points qui se trouvent ici, on va avoir une récupération d'or, c'est-à-dire que pour chaque zone dans laquelle on n'a pas progressé, pour chaque zone où on est toujours au bout, on va toucher une pièce. Ça c'est très bien, parce qu'en fait c'est une belle mécanique de retour pour les joueurs qui n'ont pas su se développer trop au départ. Ils vont avoir plus d'argent c'est plus de possibilités de backshish. Pas oublier qu'il faut aussi payer éventuellement si on a eu son bonhomme qui est descendu, son conseiller qui est descendu tout au fond, on a peut-être dû payer pour faire une action malgré tout. Si vous ne savez pas faire l'action, vous touchez une pièce à la place de faire l'action en question. Si vous ne savez pas ou si vous ne voulez pas, ou si vous avez mal calculé l'ordre dans lequel vous aviez prévu vos actions. Et donc je vais avoir des sous ici. Je vais avoir de l'argent aussi si j'ai rempli tout à fait une colonne. Donc si j'ai ici les 2 pierres, eh bien je toucherai une pièce, les 3 bois, les poissons et tout ça. Ici il n'y a besoin que d'une seule fourrure. Il n'y a que 2 endroits où il y a des fourrures, qui sont des endroits donc plus intéressants que les autres. Idem, il n'y a que 2 endroits où il y a du miel. Et vous en avez besoin de 2 pour faire la colonne. Toujours important de le savoir. On retourne ensuite. Cette huile que l'on aurait éventuellement utilisée, elles sont remises sur le côté disponible. Et on va recharger toutes les zones qui auraient été récupérées au niveau des ressources. Donc on remet une ressource partout. On n'en ajoute pas si elles n'ont pas été utilisées. On va juste en rajouter une là-bas où on avait enlevé la ressource. On va pouvoir en remettre une. On descend le marqueur. Si on est arrivé en phase 3, on récupère le bonhomme 2. Si on est à 3 joueurs, qu'on arrive en phase 4, on récupère le bonhomme 3. Plus de bonhommes, moins de place. 4 joueurs, c'est tout de suite très serré. C'est vite très serré. Avant même l'arrivée du bonhomme 2, c'est très tendu. On va aussi pouvoir, à partir du premier joueur, choisir une des demandes disponibles ici. Je vous rappelle que les demandes doivent être réalisées. Si elles sont réalisées, elles rapportent des points de victoire complémentaires. Si on prend une carte, on en rajoute une autre. Et le jour suivant, on choisit parmi celles qui sont disponibles. Et on va pouvoir relancer un nouveau tour. On va donc terminer ça 4 fois. Après 4 fois, on fait le total des points de victoire que je vous ai expliqué. Vous avez aussi, en début de partie, pioché plusieurs cartes qui sont des cartes objectifs qui valent toutes 2 points de victoire. Ces cartes objectifs, si elles sont réalisées, en fin de jeu, vous rapporteront le point. Si elles ne sont pas réalisées, ce qui n'est pas toujours facile, qu'est-ce qu'on a comme truc? Il faut avoir fait le plus de demandes, il faut avoir le plus d'argent en fin de jeu, ou être premier sur la piste de contrôle. Premier ex aequo, si ce n'est pas un problème, pour avoir les 2 points de victoire. C'est pas nécessairement très facile parce qu'il faut se dire tiens oui je vais peut-être aller plutôt là-bas, je vais peut-être aller plutôt là-bas comme option, mais le jeu et les autres joueurs ne vous laissent pas nécessairement faire. Avoir le plus d'or, c'est pas simple non plus, ce sont toutes des options assez complexes. Mais le cœur du jeu est vraiment ici. Parce que si on a prévu dans notre tête, on se dit on va recruter, donc le truc magnifique c'est ça, je vais recruter, je vais me déplacer, je vais attaquer et ensuite comme j'aurai des meilleurs contrôles de zone, je vais taxer. Ça, c'est ce qu'on ferait si on était tout seul. C'est notre idée, c'est notre plan. Mais le problème c'est que les autres joueurs vont intervenir. Et si au final vous avez mal géré ceci et que vous vous retrouvez avec quelque chose peut-être comme ça, avec un 4, un truc ainsi, en fait vous allez payer un sou pour n'ajouter qu'une seule troupe qui va se déplacer que d'une seule case, donc pas aller prendre beaucoup de contrôle de zone. Vous allez repayer un sou pour faire un combat, vous n'avez peut-être plus beaucoup d'argent, peut-être même plus du tout, et au final, là-bas vous pensiez taxer 3 ressources, vous allez peut-être en prendre que 2 ou une, peut-être qu'une seule, parce que en fait vous avez été attaqué ailleurs. Et donc,
placer le 1 ainsi, ben oui, c'est bien, mais je voudrais bien avoir, je veux absolument avoir au moins 3 déplacements, je veux absolument avoir ceci, eh bien il faudra savoir payer, il faudra jouer ces actions peut-être à un autre moment, ou en tout cas voir, tiens, qu'est-ce que je peux sacrifier? Est-ce que c'est grave si mon 5 redescend là-bas? Ben non, ben alors je vais peut-être commencer par le 5 et on verra bien où est-ce qu'il terminera. Est-ce que c'est grave si je ne fais pas de combat? Si oui, je vais peut-être payer plus cher. Est-ce que c'est grave si... Et donc toute cette réflexion-là va intervenir parce que les autres joueurs aussi veulent tous faire je veux commencer par ceci, puis faire cela, puis faire cela. Et est-ce que c'est bien de mettre le 1 en premier? Est-ce que c'est mieux de mettre le 5 en premier? Mais alors, ben, les autres savent tous qu'avec un 6, ils vont passer devant vous. Et cette réflexion-ci, où je vais placer mon bonhomme, je vais devoir voir la force qu'il devra avoir pour être certain d'être assez haut par rapport à mes objectifs. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi? C'est vraiment tout le jeu. Ça, ce n'est au final que la transposition de nos réflexions et l'interaction qu'on va mettre avec les autres joueurs pour dire, bah, tiens, lui il est en train de faire ceci, mais moi si je l'attaque avant, il ne saura pas le faire. Et on va utiliser ces actions au final dans l'ordre qui va être défini derrière. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'effectivement, c'est le 1 qui va être fait en premier. Et donc, si vous dites, moi, il me faut absolument des troupes, je mets le 5 là. Et puis après, je veux absolument me déplacer de 4. C'est vraiment trop important, je veux être dessus. Et bah, si je sais combattre, c'est bien. Et puis après, je taxerai. Bah, en fait, on va faire le combat avant, on va taxer. Puis on va se déplacer alors qu'on n'a pas eu de troupes. Et les troupes vont seulement arriver en 5. Donc, vraiment faire attention à cette notion-là, cette force et cette initiative de bonhomme, c'est le côté le plus fun du jeu, le plus calculatoire. Là, bon, surtout à 4 joueurs, où on a tout le monde qui va essayer de prendre la meilleure place, qui vont vraiment changer la donne. Alors, à côté de cela, dans la version Kickstarter, vous avez un petit bonus que sont des cartes d'événements qui vont être tirées parmi une pile, qui vont changer la donne au début d'un tour, qui vont modifier, par exemple ici, permettre de placer 2 conseillers en une fois plutôt qu'un seul, d'acheter ou de vendre une ressource pour mettre dans son bateau au début du tour, ou forcer les gens à payer une pièce s'ils veulent mettre un conseiller dans la zone d'enrôlement. Ce sont des cartes qui vont changer un petit peu la donne, qui ne sont pas nécessaires pour le jeu de base, donc ce n'est pas ça que vous allez trouver en boutique par défaut, qui vous permettent d'avoir juste une petite variabilité au niveau du jeu. Et donc vous avez toute une série de cartes avec des personnages qui sont dans toute la famille, les descendants de Vladimir le Grand, j'en ai encore 3 sur le côté, qui vous donnent chacun un pouvoir spécifique de se déplacer, de dire que les rebelles comptent avec les combattants, que l'on a moins de pertes quand on attaque. Enfin, ils ont chacun une série de pouvoirs bien spécifiques, très intéressants l'un comme l'autre. Je pense qu'au niveau équilibrage, ça se vaut. C'est vraiment pas un souci. C'est vraiment un jeu où on ne suit pas nécessairement des amis, parce qu'effectivement on va attaquer les autres, on va les définir, mais qui est un jeu qui n'est pas qu'un jeu de placement et qui n'est pas qu'un jeu de contrôle de zone. C'est ça qui fait gagner, c'est ça qui va permettre de définir le jeu, mais c'est vraiment un jeu où toute la réflexion elle est placée ici. Elle est placée dans le positionnement, dans les choix au niveau de placer ses conseillers. Et ça, c'est vraiment ce qui en fait le sel, qui le fait sortir un petit peu des jeux de placement et de contrôle de zone traditionnels. C'est la très bonne idée qu'ils ont eu ici, de cumuler cette force de conseiller avec l'ordre d'initiative, donc l'ordre dans lequel ils vont être placés. Voilà, 4 tours de jeu, 4 tours de jeu très agréables, avec beaucoup de réflexion, avec une réaction au niveau des actions que l'on va faire, et on s'en tire avec entre 20 et 30 points sans doute pour le premier joueur, parce que c'est très difficile d'avoir les 8, donc on peut estimer d'avoir ici le 8, un 5 peut-être, et après un 3, donc ça fait 16 points ici, peut-être 1 point ou 3 points dans les combats, ça fait 19, peut-être 5 points sur les cartes et objectifs variés, donc on est déjà à 24, 24 c'est un score tout à fait honorable pour cette partie-là.
Voilà, c'est donc un très bon jeu de placement, de contrôle de zone, mais pas que, vu qu'il y a énormément de puissance dans le jeu, dans la réflexion au niveau des préparations d'action. C'est Rurik Dawn of Kiev qui vous a été présenté par Pardieu pour l'Expert Game Award. Passez une bonne journée.